Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler du groupe orthogonal. On va faire un groupe orthogonal en dimension 2. On commence par les définitions. Donc le 5.1, définition. Ce qui nous intéresse, c'est les endomorphismes orthogonales. Bon, un endomorphisme, donc c'est une application U de l'espace vectoriel vers lui-même est dite orthogonale s'il conserve la norme, c'est-à-dire que pour tout élément de l'espace E, on a la norme de UX égale à la norme de X. Bon, il y a les propriétés de ce genre d'endomorphisme qui suit de cette définition. On l'appelle aussi une isométrie vectorielle. Donc, on dit que U est une isométrie, donc c'est-à-dire qu'elle préserve la métrique vectorielle. Bon, il s'agit de donc la notion d'orthogonalité. On a vu que c'est ça en sens si on est dans un espace avec un produit scalaire. Donc là, c'est sous-entendu que E, c'est un espace euclidien. Et donc, du coup, il y a une norme et une métrique qui sont définies dessus et on demande que la norme soit préservée. Bon, donc, par exemple, on peut regarder les mouvements du plan. Donc, exemple, qui préserve alors la norme. Qu'est-ce que ça va être? Mouvement du plan préservant les distances telles que rotation ou réflexion. Donc, si je fais tourner n'importe quel vecteur d'un angle fixé, donc ça sera le vecteur de la même longueur, n'est-ce pas? Donc, si on a un vecteur en A, donc U de A, si je fais que tourner de l'angle θ, ça va préserver la longueur de A. Ou bien la réflexion, donc si on a une réflexion par rapport à une droite, donc la droite L, donc si je prends un vecteur, n'importe lequel, c'est le même A, donc il va être reflété par rapport à la droite L, donc c'est la symétrie, et ça change pas la longueur. Donc réflexion
rapport à une droite, ou rotation d'angle θ. Bon, on a toujours, en fait, quand on parle d'un espace, on a d'un espace vectoriel, on a un point d'origine, donc c'est sous-entendu que on parle de rotation autour de ce point d'origine ou la réflexion par rapport à une droite qui passe par l'origine. Quand on veut faire une réflexion ou une rotation par rapport à une droite, ou une rotation par rapport à un point quelconque ou une droite, donc on n'est plus dans un espace vectoriel, mais dans un espace affine. Donc c'est un sujet d'autres chapitres. Et bon, là, on se restreint à ces mouvements du plan. On peut pas, donc on peut pas faire une translation qui aurait été aussi un mouvement du plan qui préserve la norme, mais ça va pas être une application linéaire parce que ça doit ajouter une constante et ça on fait pas dans un espace quand on fait dans un espace vectoriel. Donc le résultat ça doit être linéaire. Bon, donc les propriétés de ce genre d'endomorphisme, c'est que donc pour on a des conditions nécessaires et suffisantes. Donc pour qu'une application soit une isométrie, il suffit qu'elle préserve le produit scalaire. Donc, dès qu'on demande que la norme de chaque élément soit préservée, on peut, par la formule de polarisation, parler de produit scalaire. Et donc, U, endomorphisme orthogonal. Alors, U de X, U de Y, le produit scalaire, est égal au produit scalaire de X et Y. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un isomorphisme, donc ça préserve la linéarité. Donc U est un isomorphisme de E. Troisièmement, la composée de deux isométries, donc isométrie ou endomorphisme, la même notion, endomorphisme orthogonal, isométrie est une isométrie. L'inverse d'une isométrie est une isométrie. Et finalement, comme ça préserve les longueurs, on a une propriété très importante que une isométrie préserve la propriété d'une base orthonormée être une base orthonormée. Donc une isométrie transforme
une base orthonormale vers une base orthonormale. Bon, on va parler des matrices correspondantes. Donc, 5,2, matrice orthogonale. Définition. Une matrice carrée est dite orthogonale si A transposé fois A est égal à la matrice identité. Donc, I, matrice identité. Donc, c'est 1 sur la diagonale et 0 ailleurs. Bon, propriété caractéristique des matrices orthogonales. Donc, propriété caractéristique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, s'il y a cette propriété, alors c'est une matrice orthogonale caractéristique. Bon, pour une matrice carré A, les propriétés suivantes sont équivalentes. Donc, c'est équivalent. Premièrement, A est orthogonal. Donc, c'est ce qu'on a dit. A transposé fois A égale à I, la matrice identité. Deuxièmement, A est une matrice d'un endomorphisme orthogonal U dans une base, donc ça c'est important, dans une base orthonormale. Troisième chose, A est la matrice de passage d'une base orthonormale à une autre base orthonormale, d'une une autre. Et finalement, les colonnes de A sont orthonormales. Donc on les considère comme des vecteurs et ils orthonormales. Bon, c'est un peu évident parce que si on le voit comme, par exemple, de 3 vers 4, si on voit A comme une matrice de passage d'une base orthonormée, par exemple canonique, vers une autre base orthonormée, alors les colonnes de A, ce sont des vecteurs des coordonnées des vecteurs dans la nouvelle base, et ils doivent être orthonormales. Bon, donc les conditions nécessaires maintenant. Nécessaires. On remarque des choses suivantes. Donc A, si A est
orthogonale. La matrice A est orthogonale, donc A transposé fois A est égal à A l'identité. Bon, forcément, le déterminant de A est égal à plus ou moins 1. Parce que on a A transposé A fois A égale l'identité. Alors, le déterminant de A transposé fois A, c'est le produit des déterminants. A au déterminant A. Et le déterminant de A transposé est égal à déterminant de A. Donc ça, c'est déterminant de A au carré. Et ça doit être égal à 1 parce que c'est le déterminant de la matrice identité. Bon, la condition nécessaire suivante, une matrice orthogonale est forcément inversible. Avec l'inverse, A est inversible. Bon, puisque A transposé fois A est égal à l'identité, alors l'inverse de A étant A transposé, donc A moins 1 est égal à A transposé. Et le C, l'inverse de A d'une matrice orthogonale, une matrice orthogonale est une matrice orthogonale, est une matrice orthogonale. Et le produit de deux matrices orthogonales est une matrice orthogonale. Bon, on va du coup voir que si on regarde toutes les matrices orthogonales, donc on note ON l'ensemble des matrices orthogonales, on a une opération de composition sur cet ensemble et qui sort pas de cet ensemble. Donc, une matrice orthogonale multipliée par une autre matrice orthogonale, c'est encore une matrice orthogonale. L'inverse d'une matrice orthogonale, c'est une matrice orthogonale. L'identité, c'est une matrice orthogonale. Donc, ça forme un sous-groupe dans le groupe des matrices inversibles. Donc, on va parler des groupes dans une partie. Donc, c'est un groupe on dit groupe orthogonal, et on va parler de notion de groupe dans le paragraphe suivant. Donc, notion. Bon, on continue. Alors, la partie 5.3. Notion de groupe. J'ai
est un ensemble, hein. Bon, un ensemble G est un groupe si on a une opération de composition de deux copies de G. On a une façon de faire une seule copie. Donc G, H est envoyé vers, bon, souvent on note avec un point ou en plus, ou bon, on fait d'abord H et après G, et on note le résultat GH. Tel que trois choses. Donc, si on a trois éléments du groupe G, H et F, donc on peut faire d'abord H après G ensemble et après F. Et ça doit être égal à H composé avec le résultat de G et F. Donc ça s'appelle associativité de cette opération. De ce composé. Deuxième chose, l'existence d'un élément neutre. Donc il existe E, élément neutre. C'est un élément ou simplement neutre, tel que E fois G, ou G fois E, donc pour tout G dans G est égal à G. Et finalement, pour tout G, bon, l'existence d'un inverse. Pour tout G, dans G, il existe G moins 1, un élément dans G, tel que G moins 1, G moins 1, G est égal à l'élément neutre. Donc, trois choses. Associativité, l'élément neutre, et l'inverse pour tout élément de G. Bon, exemple. On peut commencer par le plus simple. Les nombres entiers, Z, et l'opération, le composé, est défini par la somme. Donc, A, B est envoyé vers leur somme, A plus B. Donc, bien sûr, l'associativité, c'est l'associativité de produits d'addition. Donc, B plus C égale A plus B plus C. Associativité d'addition. D'addition. Bon, l'élément neutre, c'est 0. Neutre. Et l'inverse, 1 moins 1, c'est l'inverse. Bon, c'est qui 1 moins 1 ici? Bon, c'est moins 1. L'inverse de A. Donc, Z plus, Z, les nombres entiers avec l'opération d'addition, c'est le groupe additif. Groupe additif. Et on remarque que, en plus des propriétés de groupe, il y a aussi la commutativité, c'est-à-dire qu'on peut échanger l'ordre des éléments et on a le même
le même résultat, donc commutatif. Donc on dit que le groupe est commutatif. Ou parfois on dit abélien. Et souvent, le signe plus est utilisé pour les groupes commutatifs. Bon, on sait qu'on peut aussi multiplier des nombres. Bah, si on essaye de faire un Z avec le produit, bah, ce n'est pas un groupe. Pas un groupe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'inverse. Donc, dans le groupe, on ne peut pas inverser le nombre entier. Donc, du coup, si on veut avoir un groupe multiplicatif des nombres, on doit prendre le nombre rationnel. Donc, c'est le nombre P sur Q. P est dans Z, Q est dans N. On ne veut pas diviser par 0, donc on doit enlever 0. Et une autre chose, on remarque que, en fait, pour que tout élément aille l'inverse, il faut aussi interdire le 0 dans cet ensemble, parce que on peut pas, bah, le 0, il n'a pas d'inverse. Donc, l'élément neutre, bien sûr, ici, donc c'est neutre, c'est 1. Et l'inverse de x égale P sur Q et x moins 1. Donc, c'est Q sur P. Et pour que ce soit un élément, comme on a décrit, que P sur Q, bon, le numérateur il est dans les nombres entiers et le dénominateur est dans le nombre naturel, on peut le présenter comme, donc on prend le module de P pour avoir les nombres naturels, la valeur absolue, et on multiplie Q par epsilon, où epsilon, c'est le signe de P. Donc, c'est plus 1 ou moins 1. Bon, on va passer à un exemple, au premier exemple. Donc, c'est aussi abélien. Donc, Q, c'est un groupe multiplicatif abélien. Donc, c'est pas important dans quel ordre on multiplie les éléments. Bon, qu'est-ce qu'on a encore à dire? Bah, associativité, c'est évident, c'est la multiplication de nombres. Si on voudrait un exemple d'un groupe qui n'est pas abélien, donc l'ordre des opérations est important. Donc, xy n'est pas égal xy, yx. Donc, xy ici est égal à y fois x. On va regarder un groupe de mouvements de plan. Du plan qui préserve un triangle équilatéral A, B, C. A, B, C. Donc, et préserve, donc il y en a trop des éléments dedans, il y a une infinité en fait. On veut aussi que ces mouvements préservent pas seulement le triangle, mais aussi les distances entre les points. Donc,
comme on a vu, ça s'appelle les isométries, mais bon, ici, on peut juste préciser que préservant les distances. Donc, ça, c'est pas, c'est-à-dire que on peut, on veut pas que, disons, une partie de triangle est envoyée sur disons, un côté et le reste est envoyé sur le reste du triangle. Ça, ce genre d'application, de mouvement du plan, on veut pas. On veut que toutes les distances restent les mêmes dans l'image, que sont les mêmes que d'origine. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on a comme symétrie de ce triangle. Donc, on a le centre du triangle est donné par l'intersection de ces bissectrices ou médianes. C'est la même pour le triangle équilatéral. Donc, c'est L1, L2, L3, c'est les bissectrices. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc tourner. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est de ne rien faire. C'est l'identité. Le triangle ABC est envoyé vers lui-même, ABC. Donc, le ABC ne change pas le ABC ne change pas de position. ABC. On peut aussi faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une rotation de l'angle 120 degrés. Donc, comment ça va se passer? Bon. On a un triangle comme ça. Et on peut tourner de 120 degrés. Donc, A, B, C, c'est envoyé vers le même triangle. A à la place de B, B à la place de C et C à la place de A. Donc, on peut l'écrire comme C, A, B. Bon, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux donc tourner ce triangle de 240 degrés. Donc, encore une fois, si je tourne 2 fois de 120 degrés, donc 120 degrés, 240, et ce qui va se passer, ça va donner A à la place de B encore, donc c'est 120 degrés dans ce sens, donc R de pi sur 3. J'aurai donc A après B et C, donc R 4 pi sur 3 ABC est envoyé vers BCA. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire la symétrie par rapport à L1. Donc ça, c'est la symétrie par rapport à L1. Donc ça change B et C, mais ça laisse A sur place. Donc
symétrie L1, A, B, C. Donc c'est A, C, B. La symétrie par rapport à L2. L2. SL2. A, B, C. Donc cette fois-ci, c'est B qui change pas. Et c'est C et A qui changent les places. Donc C, A, B. Et finalement, la symétrie par rapport à L3. C qui reste sur place et B et A qui s'échangent. SL3, ABC est envoyé vers BAC. Bon, on a trouvé 6 mouvements de plan qui échangent notre triangle, qui ne changent pas le triangle, qui échangent juste des points à l'intérieur de façon de préserver les distances. On peut regarder on a déjà vu que si je prends 2 fois la rotation de 120 degrés, donc j'obtiens une rotation de 240 degrés. Donc c'est l'opération dans cet ensemble des mouvements. Mais on en a plus, donc on peut regarder les opérations, donc la symétrie par rapport à L1 et après la rotation. Donc symétrie par rapport à L1 et après une rotation de 2π sur 3. Et on peut se rendre compte que cette opération n'est pas... Bon, c'est important dans quel ordre on le fait. Donc R2π sur 3. Ben, regardons qu'est-ce que ça fait. Donc le premier, ça fait le premier. Donc si j'échange par rapport à L1, donc c'est A, B, C qui devient A, C, B. Et après 120 degrés. J'obtiens B, A, C. Et si je le fais dans l'autre sens, donc j'échange donc A, B, C, ça va vers 1, donc 120 degrés. C, A, B. Et après, par rapport à L1, j'aurai C, A, B. Donc on voit que c'est pas du tout le même résultat. Donc c'est pas commutatif, cette opération. Et le groupe n'est pas abélien. Et en fait, on peut le voir comme dès qu'on dit que où vont les sommets, on sait comment notre mouvement se comporte, notre mouvement du plan se comporte. Donc il y a le groupe S3, donc le groupe de permutation, donc groupe de permutation de 3 éléments. Dans notre cas, c'est présenté par des sommets de notre triangle. Et donc, elle a 6 éléments. S3, c'est l'identité. Rotation de π sur 3 est représentée par les mouvements du plan, qu'on peut appeler
Donc les trois, un élément neutre, 2 rotations et 3 réflexions. Et 3. Donc c'est de groupe de permutation de 3 éléments. Et ce groupe contient 6 éléments du groupe. Donc 3 points, on peut dire un bon point pour ne pas confondre. 6 éléments. Et c'est un premier exemple du groupe non commutatif qu'on regarde. Et on peut en fait regarder tous les mouvements du plan qui préservent les distances ou tous les mouvements, toutes les applications inversibles dans le plan. Donc ça va correspondre, donc ça c'est 4. On peut regarder les matrices de 2. Sur les matrices, donc réelles, sur les matrices, on a 2 applications. Il y a une application d'addition. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette A, B, C, D? Donc, plus A', B', C', D'. Bon, c'est juste A plus A', B plus B', C plus C', D plus D'. Donc, qui est l'élément, c'est par les propriétés de l'addition, c'est associatif. Qui est l'élément neutre? Donc, c'est la matrice 0. Élément neutre. Et finalement, donc l'inverse de la matrice A, B, C, D. A pour l'inverse. Moins A, moins B, moins C, moins D. Donc ça, c'est une version de groupe, de structure de groupe sur les matrices. Sur les matrices, on a bien sûr une opération de produit. Et qu'est-ce qu'il faut demander pour que ça définisse un groupe? Donc le produit des matrices, c'est donc ça c'est produit des matrices. Matrice. Bon, il est associatif. Donc, la matrice identité, 1, 0, 0, 1, c'est l'élément neutre. Et pour avoir les inverses, pour tout élément de notre ensemble, il faut que les matrices soient inversibles. Donc, et inverse, il faut restreindre, il faut prendre que des matrices. Heureusement, le produit ne change pas cette propriété, donc que des matrices d'être inversibles. Donc, on a ce groupe des matrices inversibles, des matrices 2, s'appelle GL2R, ou bien si c'est bon, matrice NN, c'est GLN.
N, GL, L parfois, L, comme ça ou comme ça. Donc GL, N, R, matrice inversible, N, N, inversible. Donc c'est groupe linéaire, groupe linéaire des matrices NN et on peut le voir comme le groupe qui de changements de base. Donc forcément, c'est des matrices inversibles et toutes les bases, on peut obtenir en appliquant une matrice inversible à une base canonique. Donc, c'est un groupe qui définit les transformations de base dans l'espace réel de dimension n. Notre groupe qui nous intéresse, c'est le groupe ON de R. Donc, c'est un sous-groupe de GLN de R, sous-groupe des matrices qui préservent les distances, qui envoient une base orthonormée vers une base orthonormée. Et donc, le groupe orthogonal est un sous-groupe. Donc, pour être un sous-groupe, c'est juste un sous-ensemble qui est fermé par cette opération de composition. C'est-à-dire que si je prends deux éléments des dents, leur composition, c'est des dents, et l'inverse, c'est aussi des dents, ce qui est le cas. Donc, le groupe orthogonal, c'est un sous-groupe du groupe général linéaire GL, N, R. Bon, donc on va continuer avec la partie 5.4, groupe O2R. Donc on est sur le plan et on regarde les mouvements du plan les mouvements orthogonaux du plan, donc c'est les mouvements qui préservent les distances, la norme, donc le produit scalaire, ça c'est la même chose. Donc je vais regarder les 6 éléments de groupe S3 on a vu tout à l'heure, des mouvements de plan qui préservent le triangle équilatéral. Donc c'est l'identité, les éléments sont l'identité, la rotation de pi sur 3, de l'angle 2pi sur 3, rotation de l'angle 4pi sur 3, la permutation, bon, la réflexion par rapport à la droite L1, à la droite L2 et à la droite L3. Donc on a un triangle ABC avec les droites L1, L2 et L3. L3.
Donc, leur point d'intersection, c'est le centre de rotation. Et ce qu'on va faire, on va trouver les matrices de ces 6 endomorphismes du plan, endomorphisme orthogonal, et on va vérifier les propriétés. Et après, on va généraliser ce qu'on aura trouvé pour toutes les matrices orthogonales. Donc, l'identité, c'est juste la matrice 1, 0, 0, 1. Bon, je vais placer le triangle pour les coordonnées, donc x, y. Le centre, ça sera l'origine de notre système de coordonnées. Et on va chercher qu'est-ce que c'est la rotation R de pi sur 3. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder où vont les vecteurs de base. Donc le vecteur 1, 0, 1, 0 et le vecteur 0, 1 sous l'action de rotation de pi sur 3. Donc c'est facile à voir. On prend le vecteur E1, on le tourne de pi sur 3, de pi sur 3, dans l'angle de pi sur 3, R de pi sur 3 à E1. On écrit les coordonnées de nouveaux vecteurs obtenus. Donc ça, c'est simplement cosinus de pi sur 3 et sinus de pi sur 3 comme coordonnées. Donc ça, c'est R de pi sur 3 de 1 à 0, c'est ce qu'on obtient. Et pour le vecteur E2, pareil, E2, on va tourner ce vecteur de l'angle 2pi sur 3. On va obtenir R de pi sur 3 de 0,1. R de pi sur 3, 0,1. Donc ça, c'est facile de le voir comme la même chose que si on aurait on aurait tourné le E1 d'abord pour obtenir E2 et après encore 2pi sur 3. Donc les coordonnées, ça sera juste le cosinus de pi sur 3. Parce que 0,1, c'est... Donc on aura 2pi sur 3 R pi sur 2 de 1, 0. Donc pour obtenir de 1, 0, 0, 1, il faut juste le trouver, le tourner de pi sur 2. Donc on a la composition de deux rotations qui sera juste une rotation de l'angle de la somme de ces deux angles. Donc c'est cosinus, les coordonnées de nouveaux vecteurs. C'est cosinus de pi sur 3 plus pi sur 2 et sinus de pi sur 3 plus pi sur 2. Mais donc pour les propriétés de cosinus et sinus, ça nous donne sinus de pi sur 3, le signe opposé, et cosinus de pi sur 3. Donc on peut vérifier que quand on ajoute pi sur 2, c'est ça ce qui se passe. Ok, donc la matrice R
Donc, matrice de R de pi sur 3 dans une base canonique, ça va être cosinus de pi sur 3, sinus de pi sur 3, moins sinus de pi sur 3, cosinus de pi sur 3. Donc, du coup, en fait, ça va être moins en demi. Donc, ça, c'est pour avoir les nombres concrets. Sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Ici, donc, moins racine carrée de 3 sur 2 et moins en demi. Donc, on peut voir que le déterminant moins en demi, bon, c'est pour n'importe quelle matrice cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Si je calcule le déterminant, donc déterminant, il y a des propriétés suivantes. Donc, le déterminant de cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ, donc c'est cos carré θ plus sin carré θ, donc c'est égal à 1. Donc n'importe quelle rotation, ça va être donné par une matrice de déterminant 1. Aussi, donc on a cos θ, sin θ. Donc si je calcule la norme, donc ça c'est la norme, cos carré θ plus sin carré θ racine carrée, donc c'est égal à 1. Donc c'est de norme 1. Et bon, pareil pour la deuxième colonne. Et aussi, on remarque que cos θ, sin θ est orthogonal à moins sin θ, cos θ. Donc si je fais le produit scalaire, ça va donner donc produit scalaire, donc cos θ, sin θ multiplié par moins sin θ, cos θ, ça sera 0. Donc les vecteurs colonnes de cette matrice forment une base orthonormale, ce qui est géométriquement, on le voit aussi parce que on a juste tourné une base orthonormale par l'angle de pi sur 3, donc l'angle est préservé et rien s'est passé de plus. Bon, on va calculer la matrice de SL1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder qu'est-ce qui se passe avec les vecteurs de base E1, E2 par rapport à la réflexion, quand on fait la réflexion par rapport à la droite L1. Donc, on peut voir que c'est donc l'angle ici, là, c'est 2pi sur 3. Donc ça, c'est pi sur 6. Et ça, c'est pi sur 3, alors. Donc, du coup, si je veux voir comment ça marche pour pour E1 refléter
par rapport à la droite L1, je vois que ça va être le vecteur. Donc, ça, ensemble, ça va être 60 degrés. Donc, 2 pi sur, pardon, pi sur 3, 2 pi sur 6. Donc, ça, c'est SL de E1. Et pour S, pour E2, par rapport à la droite L1, donc ça va donner le vecteur en fait qui change dans le triangle échange B et C. Et ça, c'est donc SL. Bon, je vais prendre la couleur. SL1 de E2. Ça et ça doit être égal. Comme c'est une réflexion. Donc, du coup, cet angle-là, c'est pi sur 6. Et cet angle-là, c'est pi sur 3. Et on est prêt à écrire la matrice. Donc, ça va envoyer donc SL1 de E1 est égal à cosinus pi sur 3 sinus pi sur 3. Et SL2, pardon, L1 E2 est égal à cosinus moins pi sur 6 sinus moins pi sur 6. Donc, on a la matrice cosinus pi sur 3 sinus pi sur 3. En fait, on peut remarquer que c'est aussi quoi? C'est le sinus. Donc, ok, je vais écrire comme ça. Donc, cosinus pi sur 6 et moins sinus pi sur 6. On peut aussi non, remarquer que donc cosinus moins pi sur 6 est égal à sinus moins pi sur 6 plus pi sur 2 et sinus moins pi sur 6 est égal à moins cosinus pi sur 6 plus pi sur 2. Voilà. Donc, est égal à sinus de pi sur 3, pardon, pi sur 3, est égal à cosinus, moins cosinus, pi sur 3. Donc, égal à cosinus pi sur 3, sinus pi sur 3, sinus pi sur 3, et moins cosinus pi sur 3. Donc, c'est le même angle que tout à l'heure. C'est juste, ça va marcher pour n'importe quel angle. Donc, on a, si on veut, la réponse à la fin, donc avec des nombres. Donc, cosinus pi sur 3, c'est 1/2. Donc, sinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. C'est racine carrée de 3 sur 2 et moins 1/2. Voilà.
c'est le cas particulier, mais en fait, la symétrie, n'importe quelle symétrie par rapport à une droite passant par l'origine et à l'angle donné, θ, donc ça va donner une matrice, bon, en général, la matrice, donc l'angle, ça doit être 2 fois plus grand, et c'est la matrice, donc cosinus θ, sinus θ, moins cos θ, sinus θ. Matrice d'une symétrie par rapport à la droite d'angle, donc θ sur 2 avec l'axe OX, droite L. Donc on a cette forme-là, donc SL. On peut vérifier que le déterminant de cette matrice sinus θ moins cos θ est égal à moins 1. Et de même que tout à l'heure pour les rotations, on avait cosinus θ, sinus θ, orthogonal à sinus θ moins cos θ. Donc les deux vecteurs colonnes forment une base orthogonale, orthonormée. Voilà. Donc on peut voir que dans le cas O2, il y a deux types de matrices. Donc, déterminant supérieur à égal à 1 ou déterminant égal à moins 1, donc supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc, cette partie-là, en déterminant les positifs, donc c'est les rotations. Et cette partie-là, c'est les symétries axiales. Et donc, le groupe de notation, si on prend deux éléments deux rotations, on fait une composition, c'est une rotation, l'inverse d'une rotation, c'est une rotation, donc c'est un sous-groupe, groupe de rotation est un sous-groupe de O de R. On l'appelle un sous-groupe spécial. Donc c'est SO de R. Donc c'est le sous-groupe des rotations. Autrement dit, le déterminant c'est 1. Le déterminant de la matrice c'est 1. Donc en fait cette division des applications des endomorphismes inversibles
en deux parties, en deux classes. C'est général pour n'importe quel espace, n'importe quelle dimension. On a des matrices qui ont les valeurs, les déterminants positifs et les matrices qui ont des valeurs négatives. Et si on choisit une base, donc on a les deux de la même une matrice dans cette base va nous donner une matrice inversible, va nous donner une autre base. Et de cette façon, on divise toutes les bases qu'on a, en deux classes. Donc ça s'appelle l'orientation d'un espace. Formellement, on parle de la chose suivante. Donc, on a orientation d'un espace E. Donc, on peut dire que c'est 5, 5. C'est soit B et B' de base de E. La matrice de passage de B vers B' est inversible et donc a un déterminant non nul et soit le déterminant positif, soit positif ou déterminant négatif, donc strictement positif ou strictement négatif. Donc cela partage les bases de E en deux classes. À partir d'une base choisie, donc à partir d'une base choisie, B choisit arbitrairement toutes les bases B' telles que les matrices de passage de B vers B' ont le déterminant positif, strictement positif, sont dans la première classe. On les appelle directs. Donc, appeler les bases directes et les autres indirects. Les autres bases indirectes. Donc, autrement dit, l'orientation d'un espace E est un choix d'une base particulière.
Bah, de quoi on parle? Si j'ai choisi une base E1, E2, quelconque, dans la même classe, il y aura des bases, par exemple, comme ça. Donc F1, F2, ou je sais pas, G1, G2, mais pas les donc, bases directes, mais pas les bases où je change l'ordre. Donc F1, si je les appelle F1', F2', donc où ça va dans l'autre sens. Donc c'est base indirecte. Donc on a l'orientation d'un espace. J'ai choisi au moment quand j'ai choisi l'ordre de mes vecteurs de base. Donc E1 vers E2. Bon, on a fini avec l'orientation et la partie sur on revient aux matrices orthogonales. Juste donc on doit finir l'étude des matrices orthogonales du groupe O2 et passer au groupe O3. Donc la matrice orthogonale dans l'espace de dimension 3, ce qu'on va faire dans le prochain cours. Voilà. Merci.